Les représentants d'une trentaine de pays se retrouvent donc aujourd'hui à Paris pour s'emparer du sort de l'Ukraine. Presque 4 ans après le début de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky retrouve à l'Elysée son homologue Emmanuel Macron. Il est arrivé il y a quelques instants, vous le voyez ici, accueilli par Emmanuel Macron, le président français, qui recevait juste avant la délégation américaine. Steve Witkoff, Jared Kushner sont présents à Paris et c'est une première, on va évidemment y revenir dans un instant. Tous vont échanger dans le cadre de la coalition des volontaires, ce groupe créé en mars 2025 après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors qu'un accord de paix semble se préciser, il s'agit pour ses membres de finaliser aujourd'hui les contributions concrètes de chacun en matière de sécurité. C'est ce que nous rappelle tout de suite en images pour commencer Olivier Fessol. Le Canada, la France, mais aussi le Royaume-Uni et l'Allemagne, tous unis pour continuer à soutenir l'Ukraine, malgré les ambivalences américaines sur le dossier. Créée au printemps dernier à l'initiative de Londres et Paris, la coalition des volontaires rassemble aujourd'hui une trentaine de pays, surtout des Européens, mais aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Les États-Unis ne sont pas partie prenante, mais Emmanuel Macron espère toujours une convergence avec Washington. 2 émissaires de Donald Trump seront pour la première fois présents à la réunion. Le groupe est informel, mais plusieurs participants se sont déjà engagés en décembre dernier à fournir des soldats pour occuper le terrain en cas de cessez-le-feu entre Kiev et Moscou, le long des 1400 km de frontière entre les deux pays. On ignore toujours quelle taille fera ce contingent. Ce mardi à l'Elysée, il sera question des modalités de cet hypothétique cessez-le-feu et des règles d'engagement et de riposte qu'aura cette force multinationale. Déploiement de drones et images satellites. Les moyens techniques pour surveiller la zone de conflit seront aussi à l'étude. La question des garanties de sécurité est également sur la table, autrement dit un engagement juridiquement contraignant qui empêcherait Moscou d'enfreindre le cessez-le-feu. L'idée serait de s'inspirer de l'article 5 du traité de l'OTAN qui engage l'ensemble des États membres en cas d'attaque de l'un d'entre eux. Et on va aborder le sujet avec notre invité David Cadier. Bonjour, chercheur sécurité européenne à l'IRSEM, enseignant par ailleurs au Collège d'Europe et à Sciences Po Paris. Une première question sur cette séquence. Combien de réunions de la coalition des volontaires on a commenté ici, tenté de décrypter les enjeux. Ce rendez-vous est peut-être un peu plus différent que les autres. Les Américains sont présents. Absolument. Ce qui va vraiment être scruté lors de cette réunion, c'est l'attitude des États-Unis. Parce que le positionnement de Washington pose question. L'administration Trump s'est tantôt saisie, tantôt désintéressée du dossier ukrainien, tantôt a semblé adopter les vues de Moscou sur le conflit, tantôt a soutenu l'Ukraine. Et donc, il y a vraiment une question de savoir comment aujourd'hui les Américains vont se positionner, mais également, plus long terme, comment concrètement sont-ils prêts à contribuer à d'éventuelles garanties de sécurité pour l'Ukraine. Le fait qu'on les voit juste derrière vous, Jared Kushner et Steve Witkoff, soient présents à l'Elysée, là, ils sont en train de participer à un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, c'est bon signe ? Oui, parce qu'ils ont l'oreille du président Trump qui prend les décisions sur ce dossier. Jusqu'à maintenant, les Européens parlaient plutôt avec le général Kellogg, qui était l'envoyé spécial du président Trump pour l'Ukraine, ou avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Là, vraiment, Steve Witkoff, c'est non seulement le conseil du président Trump, mais c'est aussi celui qui négocie avec les Russes pour essayer de trouver une base de compromis russo-américaine. Le fait qu'il soit présent souligne que les Américains sont prêts à davantage se coordonner avec les Européens dans le cadre de la coalition des volontaires. Alors, on dit les Européens, mais c'est important de préciser dans le cadre de cette coalition des volontaires parce que c'est bien plus large que l'Europe. Il y a le Canada, il y a l'Australie qui y prennent part. Je vais peut-être reformuler ma question. Kushner et Witkoff qui s'assoient autour de cette table aujourd'hui, il faut quand même l'interpréter comme une réussite de cette coalition des volontaires. Ça fait des mois qu'ils essayent de convaincre les Américains de ne pas lâcher l'Ukraine. Oui, c'est en partie chose faite. C'est un signe positif. Leur présence, effectivement, confirme que Washington prête attention et donne du crédit aux initiatives européennes en la matière, au leadership français en la matière. Néanmoins, il faudra quand même attendre de voir ce qu'ils y disent autour de cette table. Leur présence est un point positif, mais tant les Européens que les Ukrainiens attendent des engagements concrets de la part de Washington. Alors, il se trouve que nos confrères de l'agence de presse Reuters ont eu accès au projet de déclaration de cette coalition des volontaires qui nous dit les alliés de l'Ukraine sont prêts à adopter à l'issue de cette journée un système de garantie politiquement et juridiquement contraignante en cas d'une future attaque armée de la Russie. C'est ça le principal enjeu finalement aujourd'hui.
Alors ça, c'est un petit peu la nouveauté, puisque lors de la réunion en Floride entre Volodymyr Zelensky et les émissaires américains, à l'issue de cette réunion, à la surprise honnêtement un petit peu de tous, Volodymyr Zelensky a signifié que les Américains étaient prêts à envisager des garanties de sécurité du type de l'article 5 de l'OTAN, qui serait contraignante juridiquement, qui serait ratifiée par le Congrès, en cas d'une nouvelle attaque de la Russie. Puisque c'est évidemment ce qui préoccupe les Ukrainiens. Avant de s'engager dans une négociation, de contempler, d'imaginer des concessions possibles, ils veulent s'assurer qu'il y ait des garanties pour que ce qu'ils donnent dans le cadre d'une négociation ne soit pas pris davantage par la force après une nouvelle attaque russe. Donc effectivement, à voir ce que ce mécanisme contraignant, quelle forme il prendra, dans quelle mesure il sera vraiment mis en œuvre et en tout cas adopté par tous les pays, puisque vous l'avez souligné, la coalition des volontaires, c'est quand même un groupe de pays assez différents, pas simplement européens, mais également avec des degrés d'engagement divers. Certains soutiennent le principe de l'aide à l'Ukraine, mais dans le cadre de cette coalition, se refusent par exemple à contribuer à une éventuelle force de réassurance multinationale si elle venait à être déployée après un cessez-le-feu. Voilà, justement, ces engagements pourraient inclure l'utilisation de capacités militaires, le soutien en matière de renseignement et de logistique, l'adoption de sanctions additionnelles, indique ce projet. Et donc, cette force multinationale, elle serait inclue aux garanties de sécurité. C'est ce que nous dit ce document qui a pu être consulté en amont, afin de soutenir, je cite, la reconstruction des forces armées ukrainiennes et d'appuyer la dissuasion. Ça va quand même dans le sens des Européens, tout ça, si c'est signé au final et si c'est validé par les Américains. C'est l'enjeu. Mais enfin, on imagine que si un projet, si un tel document comme ça fut à Reuters au moment où l'on se parle, c'est que c'est en bonne voie, non ? En général, ce genre de documents sont approuvés à l'avance. Et donc, les réunions des chefs d'État sont là pour les valider et les annoncer. Donc, effectivement, ça va dans le sens de ce que les Européens souhaitaient, puisque depuis plusieurs mois, ils cherchent à renforcer l'Ukraine, à la fois à travers l'entraînement des forces armées ukrainiennes, l'équipement des forces armées ukrainiennes, puisque les Européens réaffirment que, d'une certaine façon, l'armée ukrainienne sera la première ligne de défense, la première ligne de dissuasion, mais également, ce qui était envisagé, c'est en effet le déploiement d'une force multinationale. Et là, le rôle des Américains était scruté à plusieurs égards, puisque les garanties de sécurité américaines pouvaient prendre la force d'un soutien logistique. Il y a certaines capacités militaires américaines dont les Européens ont besoin en termes de renseignement, en termes de transport de troupes. Mais ce qui est également peut-être l'enjeu le plus crucial et sur lequel nous n'avons pas beaucoup d'informations, c'est l'attitude des Américains en cas d'une nouvelle attaque russe ou même en cas d'un test des forces russes sur cette force multinationale qui serait déployée en Ukraine. C'est de ça dont il est question, puisque jamais aujourd'hui, et c'était l'enjeu de cette coalition des volontaires, s'assurer que les Américains ne s'éloignent pas trop, ne partent pas trop loin. Quand on parle de cette force multinationale, là dans le projet de déclaration qu'on est en train de commenter ensemble, il est question d'un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, si cessez-le-feu évidemment il y avait, dirigé par les États-Unis. Ça veut dire que ça lierait les Européens demain aux Américains dans cette idée de surveiller que tout va dans le bon sens. Oui, et surtout, ça lierait les Américains à ce conflit, puisque quand même l'impression qu'a donné Donald Trump depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, c'est de souhaiter se désengager de ce conflit, obtenir un deal, peu importe la forme du deal, au début c'est l'impression qu'il donnait, pour en tirer un bénéfice sur le plan symbolique et en politique intérieure. Mais à terme, il semblait souhaiter se désengager de ce conflit, se désengager même de la sécurité européenne, en soulignant que c'était un problème sur le continent européen, qui devait donc être géré par les Européens. Si les Américains s'impliquent dans la vérification du cessez-le-feu, effectivement, ça les contraint à en être responsables en cas de violation. Ça vous paraît crédible, David Cadier ? On commente un document qui est pas encore officiel. Et que je n'ai pas ça vu vous pour ma paraît part. crédible, vous, que les Américains s'associent à un tel projet ? Alors, la vérification serait probablement technique. C'est-à-dire que pour vérifier les violations sur une ligne de front qui est si étendue, il ne s'agirait pas de déployer des observateurs comme ça avait été fait après 2014 sous l'égide de l'OSCE, mais plutôt à travers des moyens techniques, des caméras, des drones pour vérifier cette vérification.
Ça paraît crédible si les États-Unis engagent leur parole diplomatiquement pour résoudre ce conflit. Mais au vu de tout ce qui a été dit par Donald Trump, par ses émissaires, c'est vrai qu'on n'allait pas dans ce sens-là jusqu'ici. La diplomatie de Donald Trump est plutôt erratique, en effet, jusqu'à maintenant, et il y a eu beaucoup de revirements, et donc c'est pour ça qu'il faut être prudent, à mon avis, d'essayer de voir vraiment concrètement ce que ça veut dire et ce qui peut être remis en cause ou pas. On va aller demander à Emmanuel Chaz l'avis des Ukrainiens. Emmanuel, qui est notre correspondante à Kiev d'ordinaire et qu'on retrouve sur le terrain à Kharkiv. Bonjour Emmanuel, un mot d'abord de ce qui sort d'ores et déjà de cette réunion de la coalition, des membres de la coalition et donc de ce document, de cette déclaration commune qui pourrait être signée d'ici la fin de journée. Comment est-ce que c'est reçu, perçu en Ukraine ? Bien écoutez, Elisabeth, ça fait plusieurs semaines que les Ukrainiens savent de la part de leur président que 90% de l'accord est déjà accepté de part et d'autre, en tout cas sur le principe de cet accord cadre, mais qu'il reste des détails à finaliser. Et ce sont ces détails justement sur lesquels les Ukrainiens souhaitent avoir des réponses. On parle évidemment des garanties de sécurité comme le point crucial de ces discussions. Volodymyr Zelensky a dit à plusieurs reprises qu'il n'imaginait pas cet accord sans une présence physique de troupes étrangères pour assurer justement tout cessez-le-feu, si cessez-le-feu il y avait, et c'est un grand conditionnel puisqu'ici les Ukrainiens qui continuent de vivre sous le feu russe, finalement ils n'ont pas très foi en toutes ces tractations tant qu'il n'y a pas de résultats concrets sur le terrain. Alors les Ukrainiens à qui j'ai pu parler, évidemment ils se réjouissent que ces discussions aient lieu, mais ce n'est pas tant les discussions avec les alliés européens qui vont poser question ici, ça va être la relation avec Washington, puisqu'elle a été extrêmement compliquée en 2025 et depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump, que finalement la réaction russe à tout accord cadre qui sera présenté à Moscou. Et de ce côté-là, la confiance des Ukrainiens, elle est au plus bas, puisqu'ils n'ont pas pour expérience que la Russie respecte les promesses, les traités, les accords qui ont été signés par le passé. Donc il y a très peu d'espoir de ce côté-là. Il y a espoir en revanche que la pression qui peut être mise sur la Russie finisse par payer. Effectivement, David Cadie, on l'évoquait déjà ensemble il y a quelques instants, la volatilité de Trump dans ce dossier, et pas que dans ce dossier, laisse les Européens assez circonspects. On les voit quand même marcher sur des œufs. On a vu l'attitude des Européens ces derniers jours. On a beaucoup commenté hier la posture d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la crise au Venezuela. On voit que les Européens attendent de voir ce qui va se passer à Washington. Absolument. Le jeu des Européens, c'est d'essayer en fait de fixer l'administration Trump dans leur camp d'une certaine façon sur ce conflit, précisément parce que, comme vous l'expliquez, il y a eu un peu un jeu de balancier de la diplomatie américaine sur ce conflit. Donc, l'idée, c'est d'ancrer au maximum l'administration Trump sur leur position. Mais tel que cela a été mentionné dans votre reportage, il y a quand même une variable, une inconnue assez fondamentale, c'est la Russie. Puisque là, ce qui est en train d'être négocié, c'est un accord cadre entre Américains et Ukrainiens avec une contribution européenne. Mais l'État qui fait la guerre en ce moment, c'est la Russie. Et donc, un accord de cessez-le-feu devra être adopté également par la Russie. Et donc, c'est un petit peu, d'une certaine façon, les limites de cette diplomatie de la navette conduite par l'administration Trump, qui tantôt négocie avec la Russie, et on se souvient du plan dit entre Witkoff et Dmitriev, qui avait beaucoup inquiété les Européens, puisqu'il semblait faire sienne certaines des positions de longue date de la Russie, qui a été rejeté par les Ukrainiens. On avait même dit écrit par les Russes. Oui, alors ça avait été un peu exagéré, parce qu'il y a certains aspects de ce plan qui, en réalité, ne reflétaient pas complètement les positions russes. Mais ça a été repris suite à l'intervention des Ukrainiens et des Européens. Mais ce qui peut arriver maintenant, c'est que le plan qui va être négocié entre Américains et Ukrainiens sera rejeté par la Russie et on reviendra au point de départ. C'est pour ça que les dynamiques aussi militaires sur le terrain vont être assez cruciales pour déterminer les positions des différentes parties et leur volonté à véritablement s'engager dans un processus de négociation ou non.
Voilà, l'état d'esprit des Russes qu'on le connaît. Pour le moment, malgré des pourparlers et des progrès dans les échanges qu'on vient d'aborder, Moscou reste évidemment dans une logique de guerre. C'est ce que nous témoignent de nouveau ces frappes menées ces dernières heures, notamment sur la capitale ukrainienne et un centre hospitalier. Résumé, regardez. 2 jours de suite, cet hôpital a été la cible de frappes russes. À Kherson, le directeur de l'établissement minimise l'impact de ces attaques et se veut rassurant sur le fonctionnement du service. Comme vous pouvez le voir, les fenêtres brisées ont simplement été recouvertes de panneaux composés de couches de lamelles de bois. Mais tout fonctionne et il fait chaud dans l'hôpital. Nous avons notre propre chaudière, donc Dieu merci, tout va bien. 2 personnes ont été blessées. Alors qu'à Kiev ce lundi aussi, des frappes sur un hôpital ont fait encore plus de dégâts. Elles ont provoqué un incendie qui a tué une personne et en a blessé 3 autres. La région de Soumy n'a pas été épargnée non plus par les attaques de drones. Pour préserver le moral de sa population, le président ukrainien lui a dévoilé quelques chiffres. De nombreuses mesures ont été prises et elles se montrent très efficaces. En décembre, 35 000 occupants ont été éliminés et cela s'est vérifié par des enregistrements vidéo. En novembre, 30 000 ont été tués et en octobre, 26 000. L'augmentation de ce chiffre chaque mois montre que nous avons pris les bonnes décisions. Près de 4 ans après le début de la guerre, les habitants gardent toujours l'espoir que le conflit prenne fin dans les prochaines semaines. Voilà, cette logique de guerre côté russe dont vous pouvez nous témoigner, Emmanuel Chaz, vous qui êtes à Kharkiv, à l'est de l'Ukraine, pendant qu'on parle, pendant qu'on négocie et pendant que cette réunion de la coalition des volontaires va avoir lieu cet après-midi à Paris, la guerre, elle continue, il n'y a pas de répit. Absolument, il y a quelques jours à peine, le 2 janvier, ici en plein centre-ville de Kharkiv, il y avait un missile qui s'est écrasé contre un bâtiment résidentiel et un centre commercial. Il y a eu au moins 5 morts, une personne est toujours portée disparue. Donc c'est pour vous dire qu'ici les frappes ne s'arrêtent pas. Hier, elles ont touché des infrastructures énergétiques de la ville. Je rappelle que Kharkiv, c'est la 2e plus grande ville d'Ukraine, 1,3 million d'habitants, dont beaucoup, des dizaines de milliers de déplacés internes qui ont quitté la région parce que la région elle est encore plus exposée. Autant cette grande ville de Kharkiv, elle vit encore en relative autonomie énergétique, ce qui permet aux gens d'aller travailler, d'être au chaud chez eux, d'avoir de l'électricité la plupart du temps. Mais il faut s'imaginer que toute la région autour, elle subit le sort de beaucoup de régions ukrainiennes. Elle est plongée dans le noir, dans le froid suite aux frappes répétées. Donc c'est vrai que depuis le terrain, pour les Ukrainiens, il est très difficile de voir une fin à la guerre, même si évidemment personne plus que les Ukrainiens ne souhaiterait vivre en paix. En tout cas, ils ne le ressentent pas. Ils sont en danger permanent, même lorsqu'ils sont chez eux, puisque les bâtiments résidentiels sont également sous le feu russe. Donc, évidemment, ils suivent ce qui se passe sur le plan diplomatique, mais concrètement, pour l'instant, pour la population ukrainienne, rien ne change. Merci beaucoup, Emmanuel, en direct de Kharkiv pour France 24, où vous êtes mobilisé quotidiennement. David Cadier, il n'y a pas un décalage entre ce qui se passe à Paris aujourd'hui et ce qui se passe sur le terrain en Ukraine? C'est un peu le propre en fait des négociations pour mettre fin à des guerres. Par exemple, la guerre de Corée, les négociations ont duré pendant 2 ans alors que les combats continuaient. Donc ça arrive malheureusement parfois effectivement qu'un processus diplomatique soit enclenché et que les combats continuent sur le terrain. Il y a même un risque de surenchère parfois pour faire monter, ça peut être une monter les arguments, les enchères des uns et des autres. Ça peut être une tactique de négociation, absolument. C'est pour ça qu'il est assez difficile de percer les intentions de la Russie. Puisque d'un côté, on peut se dire les demandes de Moscou sont maximalistes et Moscou continue à bombarder de façon massive l'Ukraine. Ça peut être vu comme un signe d'un refus de négocier, le signe que la Russie n'a aucune intention de négocier. Mais en fait, ça peut aussi être vu comme une tactique de négociation, commencer par des demandes maximalistes et bombarder l'Ukraine pour mettre la pression sur l'Ukraine. C'est pour ça qu'il est très difficile de prédire l'issue de ce processus tant qu'il n'est pas véritablement enclenché. On est encore en train de se demander, à l'heure où l'on se parle, ce que veulent les Russes aujourd'hui, vraiment, après tous ces échanges, ces rendez-vous de proximité, notamment avec les Américains qui sont aujourd'hui à Paris. Les Américains, ils croient avoir la clé, eux?
On sait ce que les Russes veulent subjuguer l'Ukraine et contrôler ses choix politiques et géopolitiques. La question est de savoir jusqu'où ils sont prêts à aller et où ils sont prêts à s'arrêter dans ces objectifs et dans quelle mesure les Européens et les Américains parviennent à contraindre, à mettre la pression sur la Russie pour lui signifier que le temps ne joue pas en la faveur de Moscou et qu'il est donc nécessaire d'engager une négociation en bonne foi. J'aimerais qu'on commence ce qui s'est passé au Venezuela ce week-end, la capture, l'enlèvement, la destitution, on l'appelle comme on veut, de Nicolás Maduro, qui a été amené devant un juge hier, menotté à New York. Tout cela, de l'avis de certains, donne des idées à d'autres pays, la Chine, la Russie notamment. Est-ce que le Venezuela pourrait modifier le cours de la guerre en Ukraine ? Alors c'est évidemment un événement assez important, mais il est difficile, à mon avis, de tirer une conclusion claire sur son implication pour la guerre en Ukraine. D'un côté, effectivement, d'aucuns ont pu s'inquiéter du fait que cette intervention de puissance désinhibée, en dehors des clous du droit international, semble en fait valider une vision du monde organisée autour de sphères d'influence. L'hémisphère américain et l'arrière-cour des États-Unis, c'est un peu ce que les États-Unis ont dit presque de façon explicite ces derniers jours. Et donc, on pourrait penser que cette attitude américaine pourrait conduire l'administration Trump à valider la vision de Poutine, qui, elle, est de considérer que l'espace post-soviétique est la sphère d'influence et l'arrière-cour de la Russie. Vous n'y croyez pas ? Mais d'un autre côté, le Venezuela était quand même également un allié de la Russie. Lors des différents votes à l'Assemblée générale de l'ONU sur la légitimité de l'invasion russe, la poignée de pays qui soutenaient la position russe, le Venezuela en faisait partie. Il y avait un accord stratégique entre le Venezuela et la Russie. Donc je pense que la Russie a quand même aussi pris note de cet acte de puissance des États-Unis. Et aujourd'hui même, un compte américain lié à l'État américain, en russe, a publié une photo de Donald Trump en disant le président américain est prêt à utiliser la force, le président américain est sérieux, prenez-en note. Donc ça peut également, je pense, inciter à une certaine prudence à Moscou. D'ailleurs, il est assez notable que Vladimir Poutine ne s'est pas encore exprimé 3 jours après sur le Venezuela. Et ça peut être aussi une façon pour les États-Unis de mettre la pression, en tout cas d'utiliser cette opération qui a été décidée, à mon avis, sur d'autres considérations, de mettre la pression sur la Russie. Ça a toujours été la tactique de négociation de Donald Trump. Déjà, quand il faisait des affaires dans l'immobilier, commencer par mettre un coup de poing à l'interlocuteur pour lui couper le souffle et ensuite commencer à négocier. J'ai envie de modifier à l'interlocuteur, c'est plutôt aux interlocuteurs, parce qu'on a vu la réaction des Européens, et j'y reviens, on l'évoquait rapidement tout à l'heure. Les Européens, les premiers, ont marché sur des œufs, ils ont laissé leur chef de diplomatie condamner la méthode américaine, le chef de l'ONU aussi, un Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens qui sont restés quand même assez silencieux, de peur de quoi ? De braquer Trump dans cette séquence si importante pour l'Ukraine finalement. Tout le monde est conscient de l'impétuosité du président américain. Et en fait de la personnalisation de la politique étrangère américaine. C'est un peu ce qui se passe sous Trump, c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs sous beaucoup de leaders populistes qui centralisent et qui personnalisent la politique étrangère, qui n'est plus vraiment laissée à des diplomates. On le voit, ce n'est pas des diplomates de carrière que Donald Trump a envoyés aujourd'hui à Paris. C'est son gendre et c'est pas Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine, par exemple, qui est à l'Élysée, notamment. Voilà, alors lui, c'est parce qu'il est vraiment concentré en ce moment sur le Venezuela, je pense, et sur... Mais on l'a vu absent d'autres réunions tout aussi importantes, notamment quand il s'agit de discuter avec les Russes. Il a été plus présent, Marco Rubio, à partir du moment où il a occupé les fonctions de conseiller national pour la sécurité adjoint, et donc à la Maison-Blanche, et donc proche de Donald Trump. Et effectivement, personnalisation et mise à l'écart des outils diplomatiques, et plutôt en s'appuyant sur des amis, même sur des membres de sa famille. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, les Européens sont prudents vis-à-vis de Trump, ne sachant pas quelle va être son humeur du jour et quelle annonce il va pouvoir faire. Quoi qu'il se passe d'ailleurs en fin de journée, parce qu'il va y avoir des déclarations, une conférence de presse qu'on va suivre en direct ici, quoi qu'il se passe, quoi que l'on signe, y compris les Américains, tout pourrait se retourner le lendemain. Vous vous souvenez peut-être d'une visite de Donald Trump durant son premier mandat à Paris qui s'était mal terminée puisque quelque chose l'avait agacé et dans l'avion du retour, il s'était fendu d'une série de tweets incendiaires contre la France et le président français. Donc il faut être prudent effectivement avec ce président. Merci beaucoup David Cadiel d'avoir été l'invité de l'Info du jour.